Donc, le théorème des valeurs intermédiaires, TVI. Donc, qu'est-ce que dit le théorème des valeurs intermédiaires? Donc, soit f une fonction continue sur un intervalle AB, avec A et B qui sont deux réels qui appartiennent à R. Donc, c'est pour ça qu'on écrit comme ça R carré. Alors, il existe au moins une solution à l'équation donc f de x égale c, avec c compris entre les images des deux bornes, c'est-à-dire f de a et f de b. Donc si la fonction, elle est... Enfin, c'est possible que, bien sûr, f de a et f de b ne soient pas égales. Peut-être que f de b est plus grand que f de a, ou f de a est plus grand que f de b. Mais il faut avoir une valeur c qui est comprise entre les deux images, et forcément, il existera une solution à cette équation, c'est-à-dire qu'il existera une valeur de x qui appartient à l'intervalle AB, tel que f de x égale c. Enfin, par exemple, si on veut illustrer cela sur un schéma d'une courbe de la fonction, donc là, je fais un repère comme cela. Par exemple, on va dire que A, il est ici. Donc on est du côté des antécédents, hein, de la variable. Donc A est là, B est là. Je représente la courbe d'une fonction continue, de la fonction f. Donc ces variations peuvent être n'importe comment sur cet intervalle. Voilà. L'intervalle AB. Tac, tac, tac. Donc ici, si on repère, ici nous avons l'image de B, c'est-à-dire qu'ici on a f de B. Ici, tac, 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 on a f de A. Voilà. Bon, on voit pas très bien, mais pour n'importe quel C ici, qui est entre l'image de A et l'image de B, c'est-à-dire graphiquement sur l'axe des ordonnées, on est ici, entre f de A et f de B, alors on aura forcément au moins un antécédent. Donc par exemple ici, l'antécédent de C, il correspond à l'abscisse de ce point. Et ici, on aurait XC par exemple, qui serait l'antécédent de C, c'est-à-dire la solution de l'équation f de x égale C. Est-ce qu'il y en a d'autres ici? Visiblement, bon, il n'y en a pas tellement d'autres, mais il se pourrait que la courbe, par exemple, enfin, elle peut être n'importe comment, donc elle peut être de n'importe quelle variation. L'essentiel, c'est qu'elle est continue, c'est-à-dire qu'on ne soulève pas le stylo, enfin, graphiquement, pour tracer la courbe. Et donc, là, par exemple, j'aurais pu faire une courbe qui aurait été comme ça, en zigzag, et elle aurait eu, la valeur de C aurait eu plusieurs antécédents, puisque on aurait eu plusieurs points de la courbe qui auraient pour ordonnée C. Donc c'est ça l'idée du théorème des valeurs intermédiaires. Bon, il n'est pas trop utilisé. Ce qui est plutôt utilisé, c'est le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Mais bon, ici, on se concentre sur le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, là, on va voir un exemple. Donc, on a la fonction f qui a R, qui est définie de R dans R, qui a x associé x au cube moins 2x au carré plus 1. Donc, ça veut dire que son ensemble de définition, c'est R, et elle est à valeur dans l'R, c'est-à-dire que ces images sont également des réels. Bon, la première question qu'il nous demande, c'est étudier les variations de f. Donc, pour étudier les variations de f, eh bien, on voit que cette fonction, c'est une fonction polynôme, donc on va la dériver. Donc, du coup, on peut dire, quel que soit x appartenant à R, f' de x égale, parce que bien sûr, pour étudier les variations, généralement, on dérive, hein, c'est ce qu'il faut faire. Donc là, on voit qu'on va dériver chacun des termes, puisque on a une somme, donc on dérive chacun des termes, et on dérive chaque terme correspond à une fonction polynôme, donc de la forme x puissance n. Donc du coup, par exemple, x puissance 3, on descend la puissance, et on soustrait à la puissance, ça fait 3x au carré. Ensuite, pareil, la même chose ici. Bon, la constante multiplicative, on la laisse, et on la multiplie par la dérivée de x au carré, qui nous donne 2x. Et après, bon, 1, ça donne 0, parce que c'est une constante additive. Donc si on réduit un petit peu, ça va donner 3x au carré moins 4x. Voilà. Bon, alors on voit que c'est factorisable, donc ça va faciliter les choses pour étudier le signe. Donc on voit qu'on peut factoriser par x. Donc je factorise par x, ça va donner 3x moins 4. Voilà.
Bon, ça c'est la première étape. Donc on a réussi à faire la dérivée, on l'a même factorisé, ça va nous faciliter pour étudier le signe. Et donc maintenant, bah, le mieux, je pense, c'est de faire un tableau de variation de cette fonction, en faisant en même temps le tableau de signe de la dérivée, parce que le signe de la dérivée va nous aider à trouver les variations de la fonction. Donc la fonction est définie sur R, c'est-à-dire entre moins l'infini et plus l'infini. On met ici là, alors on va mettre chacun des facteurs de la dérivée. Donc premier facteur c'est x, deuxième facteur c'est 3x moins 4. Ensuite en dessous on aura f' de x, c'est-à-dire le signe de la dérivée. Donc voilà, première ligne du tableau, deuxième ligne du tableau, troisième ligne du tableau pour faire le signe de la dérivée. Alors on repère les valeurs où les facteurs s'annulent. Donc x ça s'annule en 0 et 3x moins 4 ça s'annule en 4 tiers. Donc on les met bien dans l'ordre, 0 en premier, 4 tiers en deuxième. On trace des traits verticaux en dessous où chacun des facteurs s'annule. On met donc là où s'annule x c'est en 0 et là où s'annule 3x moins 4 c'est en 4 tiers. Maintenant, d'après la règle du signe de ax plus b, donc là, chacune de ces valeurs sont de la forme ax plus b, et quand a est positif, ça s'annule, c'est positif après là où ça s'annule, et c'est négatif avant. Donc après, on met un plus, ici on met un moins, parce que le a est positif, attention. Là aussi, le a est positif, donc après là où ça s'annule, c'est positif, et avant, c'est négatif. Maintenant, pour trouver le signe de f' de x, qui est le produit de ces deux expressions, on fait la règle des signes, donc moins par moins ça fait plus par moins ça fait moins, plus par plus ça fait plus, et quand l'un des facteurs s'annule, le produit est nul. Donc nous avons ici le signe de la dérivée. Alors malheureusement nous n'avons plus de place pour faire une nouvelle ligne en dessous pour faire la variation de la fonction, donc à la limite on va recopier ici le tableau de variation, x qui est entre moins l'infini et plus l'infini. Les valeurs importantes sont 0 et 4 tiers. Je trace cette ligne, je reproduis le signe de la dérivée sans mettre les facteurs, puisque bon, maintenant qu'on a le signe, inutile de refaire les facteurs. Je trace des traits où la dérivée s'annule, je mets 0 là où elle s'annule, je mets un moins là où elle est négative, et un plus là où elle est positive. Ici, donc, ce qui va être important, ça va être f, c'est-à-dire les variations de f. Quand la dérivée est positive, la fonction est croissante. Quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Quand la dérivée est positive, la fonction est croissante. Et ici, nous avons des extrémums locaux dont nous pourrions déterminer les images par la fonction f pour pouvoir mettre les valeurs à l'extrémité des flèches. Et donc, dans ce cas-là, par exemple, on va faire f de 0. Bon, alors f de 0, on remplace x par 0, on peut le faire de tête, il va rester 1. Donc du coup, ici, je vais mettre 1. Et ensuite, on va faire aussi f de 4 tiers. Alors f de 4 tiers, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce qu'il faut remplacer x par 4 tiers. Bon, pour l'instant, on va écrire juste f de 4 tiers. Ça peut être possible d'écrire juste comme ça, si on n'en a pas besoin. Alors peut-être qu'on en aura besoin, hein. Alors maintenant, on va passer à la question 2. Montrer que l'équation f de x égale 0 admet au minimum une solution sur moins 5, 5. Voilà, il va falloir prouver cela. Donc, comment va-t-on faire? Bon, visiblement, ça ressemble au théorème des valeurs intermédiaires. Donc, on va appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Mais bon, déjà, il va falloir avoir différentes informations. Donc, moi, déjà, je pense que la première chose que je vais faire, je vais calculer f de 5 et f de moins 5, les images des bornes. Donc, f de 5 égale 5 au cube moins 2 fois 5 au carré plus 1. 5 au cube, ça fait 125, moins 2 fois 5 au carré, donc ça fait 50, ça fait moins 50, plus 1. Donc maintenant, on va obtenir 76. On obtient 76 pour l'image de 5. Maintenant, on fait l'image de moins 5. f de moins 5, ça va être égal à moins 5 au cube, moins 2 fois moins 5 entre parenthèses au carré, pour bien appliquer le carré sur tout, plus 1 égale, donc là ça va donner moins 125, puisque bon, une puissance impaire donne un nombre négatif au-dessus d'une valeur négative, et ici ça donnera toujours moins 50, et ici plus 1. Donc qu'est-ce qu'on va trouver? Moins 75 plus 1, ça fait moins 174.
moins 174, d'accord. Donc, on a fait les images des bornes de l'intervalle. Il faut que la valeur à laquelle est égale la fonction dans l'équation soit comprise entre les images de ces deux bornes. Est-ce que c'est bien le cas? Oui, parce que 0 est bien compris entre moins 174 et 76. Donc déjà, on peut dire 0 est compris entre f de 5 et f de moins 5. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième condition, c'est que il faut que la fonction soit continue. Est-ce que f est continue? Oui, f est continue parce que, bon, on a vu qu'elle était dérivable. Toute fonction dérivable est aussi continue. Donc, on peut dire f est continue. Alors, il faut bien sûr dire sur quel intervalle. Donc là, nous, on est restreint à moins 5,5, donc on reste sur moins 5,5. F est continue sur moins 5,5 car dérivable sur, bon, on peut mettre sur R ou sur moins 5,5 puisque de toute façon R inclut moins 5,5. Donc F est continue sur moins 5,5, voilà. Et ça suffit, hein, c'est bon. Une fois qu'on a mis ces conditions-là, que la valeur à laquelle est égale f de x dans l'équation est bien compris entre les images des deux bornes, et que f est continu, bah, ça suffit pour dire, donc on peut dire d'après le donc TVI, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, f de x égale 0 admet une solution au moins sur donc moins 5, point virgule 5. Voilà. Donc voilà. Donc ensuite, ils nous disent déterminer le nombre de solutions de f de x égale k pour x appartenant à moins 5,5 selon les valeurs de k qui appartiennent à R. Donc là, ça devient un peu plus compliqué parce que là, on va s'aider donc du tableau de variation de la fonction qui est ici. Donc, on va aussi bien sûr mettre les limites parce que dans cette question, on a besoin des limites. Bon, là, on ne les calcule pas, mais ici, ça donnera moins l'infini, ici, ça donnera plus l'infini. Et on a aussi besoin de f de 4 cinquièmes. Ah, d'ailleurs, non, on n'en a pas forcément besoin des limites. C'est pas vrai, puisqu'on nous demande ici sur moins 5,5. Donc, si je mets sur le tableau de variation moins 5 est là, 5 est là. Voilà. Et ici, donc, comme nous avons calculé l'image de moins 5, ça fait moins 174. Voilà, comme cela. Tac, 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 tac. Moins 174. Et pour 5, l'image de 5, nous avons calculé que c'était 76. Donc je mets 76 ici. Voilà. Donc il va falloir bien réfléchir, surtout que là, ce serait bien d'avoir f de 4 tiers. Donc on va faire le calcul de f de 4 tiers. F de 4 tiers est égal à donc 4 tiers au cube moins 2 fois 4 tiers au carré plus 1 égale, bon, alors 4 tiers au cube, donc 4 fois 4, 16. On multiplie par 4, 16, bon, ça fait 64. 64 sur 27, parce que 3 au cube, ça fait 27, moins 2 fois 16 sur 9, plus 1, égale, donc là, on va obtenir 64 sur 27. Donc là, on va avoir 32 sur 9, plus 27 sur 27. On met tout sur 27 pour pouvoir additionner. Alors là, on va être obligé de multiplier par 3. 3 fois 32, ça fait 96. Donc nous obtenons 64 moins 96 plus 27 sur... Et là, on obtient 27 au dénominateur. Donc, nous allons faire le calcul de cette soustraction et nous allons trouver quelque chose
C'est-à-dire que nous allons trouver 80... Là, on va obtenir 91. Oui, 91 moins 96 sur 27 égale... Donc là, ça va donner moins 5 sur 27. Donc c'est un nombre négatif qui est plus grand que 1. Donc ici, c'est égal à moins 5 sur 27. Est-ce que tout est cohérent dans ce tableau de variation? Bon, ici, on a une valeur qui est moins 174, remonte jusqu'à 1. Ensuite, on redescend jusqu'à moins 5 27e, et ensuite, on remonte jusqu'à 76. Donc, tout est cohérent. Bon, alors, maintenant, on va essayer de réfléchir. En fait, il faut, pour répondre à cette question qui est là, pour déterminer la valeur de k appartenant à R telle que, trouver le nombre de solutions de f de x égale k avec k appartenant à R, il va falloir faire varier les valeurs de k. Donc imaginons que k part de plus l'infini. On le fait descendre comme ça. On est du côté des images, hein, parce qu'on recherche les antécédents. Donc, à un moment, je vais toucher en quelque sorte la courbe. Et la première partie de la courbe que je vais toucher sur moins 5,5, ça va être le point qui a pour image 76. Voilà. Le point qui a pour ordonnée 76. Et donc, dans ce cas-là, je touche qu'une seule fois la courbe. Voilà. Donc, ça veut dire que, déjà, lorsque k appartient à exclu 76, point virgule plus l'infini, là, on touche jamais la courbe. Enfin, entre moins 5 et 5, hein, on est bien d'accord. Donc du coup, f de x égale k n'admet pas de solution. N'admet pas de solution. Donc ensuite, k appartenant, donc là on a dit, une fois qu'on touche un point d'ordonnée 76, on touche qu'une seule fois la courbe, jusqu'à arriver au point qui a pour ordonnée 1. Là, on touche une deuxième fois la courbe. Donc, du coup, il n'y aura qu'une solution entre 76 et 1 avec 1 exclu. Donc, on exclut 1. Et on inclut 76. Et dans ce domaine, il n'y aura qu'une seule solution à l'équation f de x égale k. Donc, n'admet qu'une solution. Voilà. Donc ensuite, on continue, on va descendre en dessous de 1. Donc on a dit à partir de 1, en fait, on touche deux fois la courbe. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que ce sera en fait uniquement à cette valeur-là, puisqu'après on descend encore en dessous, et dans ce cas-là, on la touchera deux fois. Voilà. Donc, par conséquent, donc là, on va faire un cas particulier, c'est le cas, donc dans ce cas-là, on met un ensemble avec une accolade, donc le cas où K juste appartient à l'ensemble 1. Je pense qu'il y en aura un deuxième, donc on va le laisser de côté pour l'instant. Donc ensuite, K appartient à, donc on reprend, donc on va faire, donc quand on est en dessous de 1, là ici, il se trouve qu'on touche deux fois en quelque sorte la courbe, donc il y aura déjà deux solutions. Mais attention, il y en a aussi une troisième quand on est jusqu'à 76. Hein. Donc là, on va continuer à descendre. Donc du coup, là, on en est à 3. On est à 3 solutions. On est dans le cas où c'est 3 solutions. Donc inférieur à 1, 3 solutions. Quand on descend de 1, il y a donc 3 solutions à l'équation f de x égale k. Et jusqu'à en fait aboutir à moins 5 25e. Moins 5 25e, parce qu'après on peut encore descendre, mais c'est du côté de moins 174. Donc moins 5 27e. Jusque-là, on aura trois solutions. Donc du coup, c'est entre exclu moins 5 27e, point virgule 1, avec 1 exclu. Dans ce cas-là, f de x égale k admet trois solutions. Voilà. Donc ça, c'est assez important. Après,
imaginons qu'on descend encore, donc on arrive à moins 5 25e, et donc moins 5 25e, ce sera un peu la même chose que le 1, où on n'obtenait qu'une seule solution, parce qu'on coupera en quelque sorte la courbe à deux endroits, à ce niveau du 1 et au niveau de l'autre partie de ce côté-là. Et ici, on coupera la courbe également à moins 5 25e, moins 5 27e, qui est toujours plus grand que moins 174, donc on le coupera aussi une deuxième fois ici. Donc c'est les deux cas où on coupe deux fois la courbe. Donc ici, moins 5 sur 27, quand on appartient à l'ensemble 1, moins 5 sur 27, f de x égale k, admet deux solutions. Voilà. Bon, on essaye de continuer, parce que maintenant, si on passe en dessous de moins 5 25e, là, on coupera la courbe qu'une seule fois. Ce sera de ce côté-là, jusqu'à ce qu'on descende jusqu'à moins 174. Donc, du coup, quand k appartient à moins 174, point virgule, jusqu'à moins 5 sur 27, qui est exclu, parce que le cas de moins 5 sur 27, on l'a déjà fait, f de x égale k, admet donc une solution. En fait, on aurait pu regrouper le cas des une solution qu'on a fait précédemment ici. Bon, c'est pas terminé, parce que bon, après, il faut faire également quand k est plus petit que moins 174, c'est-à-dire quand k appartient à exclu moins l'infini, point virgule, moins 174 exclu. Et là, f de x, c'est le même cas qu'au départ, f de x égale k, n'admet pas de solution. Voilà. Alors nous, maintenant, on observe vis-à-vis du théorème de valeur intermédiaire que nous avons appliqué jusqu'avant, on avait dit qu'il y avait au moins une solution dans l'intervalle moins 5, 5 à l'équation f de x égale 0. Donc on est dans, c'est-à-dire quand f de x égale 0, c'est la même chose que f de x égale k, mais pour quelle situation ici? Bah, ce sera f de x égale k dans la situation qui est ici, parce que 0 appartient à cet intervalle. Donc du coup, il y aura normalement trois solutions à l'équation f de x égale 0. Donc on voit bien qu'il y en a au moins une. Donc voilà comment on peut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires pour montrer qu'une équation admet au moins une solution ou plus.